Bonjour mesdames et messieurs, c'est Focus Presse, une émission de la rédaction d'Arc-en-Ciel Télévision. Sur ces plateaux, monsieur Serge Nseka. Bonjour monsieur Serge. Bonjour cher ami. Bonjour à vous monsieur Tite Lyongi. Bonjour madame. Merci. Sur ces plateaux, nous allons débattre de l'actualité du jour. Hier, les députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple. Et par cela, il y a eu ouverture de la session budgétaire qui est un grand enjeu pour la RDC. On peut en débattre et donner vos avis par rapport à cela. Merci de l'invitation. Merci de nous donner la parole pour débattre de l'actualité. Et aussi courage pour le travail que vous abattez à Arc-en-Ciel TV, une chaîne que nous suivons avec beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt. Et cela étant, l'actualité est dominée et notamment par la rentrée parlementaire qui se veut essentiellement budgétaire, et le Premier ministre a déposé son budget dans les temps. Bon, il y a des gens qui l'ont félicité d'avoir déposé dans les temps, mais est-ce qu'il avait le choix de ne pas déposer dans les temps? C'est-à-dire qu'on doit arrêter de rendre extraordinaire certains faits qui, de nature, devaient être normales. Le Premier ministre a déposé son projet de budget dans le délai, et l'Assemblée nationale va l'examiner et l'endosser parce que c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Donc, et ensuite, on va voir ce qui va en sortir. Mais la grande progression est qu'on est à 14 milliards, donc une progression de près de 33-35% dans le budget. Effort considérable, j'allais dire, de la part du gouvernement et même de la population. On espère qu'on va réaliser les 14 milliards, mais si on sait que dans les 14 milliards, il y a aussi l'apport extérieur, c'est que les autres vont apporter, donc nous ne sommes toujours pas sortis de l'auberge, quoi. Mais la plus grande question que nous allons nous poser est l'affectation de ces budgets, la consommation de ces budgets. Est-ce que les lignes budgétaires seront respectées? Parce que selon les habitudes, selon ce qu'on a pris comme habitude, de voir que le budget est en plus grande partie, à plus de 50%, va dans le fonctionnement, c'est-à-dire institutions, président, Sénat, Assemblée nationale, gouvernement, et le reste est affecté, très peu est affecté à la construction, au développement, et puis aux infrastructures, et pour ne pas dire au paiement des salaires des fonctionnaires et tous les autres. Il faudrait qu'il y ait un certain équilibre budgétaire. Il faudrait que tout le monde puisse prendre conscience qu'il y a des habitudes dont nous devons nous départir. On doit arrêter certaines habitudes. On doit faire en sorte qu'aujourd'hui, les budgets puissent être un instrument au service du développement et non pas un instrument au service de l'opulence, au service de la frime, au service d'une certaine folie, parce que à y voir de très près, des écarts sont tellement énormes et que on en est à se demander si vraiment on peut parvenir à quelque chose avec un budget, même si ça croît, mais dont la destination est disparate, et qu'au finish on risque de ne pas vraiment tirer des dividendes par rapport à ce budget. Le chef d'État a interpellé, a émis la bonne volonté de dire qu'il allait procéder et souhaiter à la diminution de vie des institutions. C'est une occasion, avec l'ouverture de la session budgétaire, de voir si les élus du peuple pourront peut-être faire quelque chose. Vous avez une réaction par rapport à cela? Oui, madame, comme tu l'as dit, je crois que le premier point à débattre, ça est entré avec la rentrée parlementaire. Comme vous savez, les enjeux d'un pays restent toujours tournés autour du budget portant exercice 2023, mais également il y a quelques points qui constituent également le problème qui mine la République démocratique du Congo sur le plan social et sécuritaire. Nous avons suivi le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, lors de l'ouverture. Il est vrai, comme l'a dit mon co-débatteur Serge Nseka, le budget aujourd'hui est présenté en
en dollars comme 14 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Mais en tant que technique, on sait que le budget reflète deux aspects. Le premier aspect qu'on appelle la mobilisation des recettes, la capacité en interne, aussi à l'extérieur. Et le deuxième volet du budget, c'est par rapport à ce qu'on appelle la dépense. À ce qu'on sait la dépense, il a été clair que est-ce que le plan de décaissement doivent-ils continuer à être dérangés, pour ne pas dire ne pas avoir de l'équilibre par rapport à d'autres? Parce que vous constaterez qu'il y a certaines institutions, par exemple, dites budgétivores, et d'autres institutions n'arrivent même pas à arriver à 25% de l'exécution de ce qui a été prévu. Je crois que ces injustices-là, ça doit quand même interpeller. Au-delà de ça, avant que même on puisse déposer la loi des finances, il faut d'abord que la loi sur la réduction des comptes pour permettre à la Cour de comptes de faire un travail. Les budgets 2022-2021, comment le gouvernement a-t-il réussi à décaisser, à travailler? Est-ce que les orientations qui ont été données par les élus, quand vous êtes sans ignorer, l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Et le gouvernement arrive en proposant, si vous me donnez l'opportunité de gérer, regardez, je vais faire ça. Et le Parlement peut encore donner d'autres lignes d'observation. Et c'est à ce moment-là, le Premier ministre ira travailler, pour ne pas dire l'exécutif va travailler. Et le seul moment important, je crois que dans le contrôle qu'il nous donne, c'est ce qu'on appelle la loi sur la réduction de comptes. Tant que ce moment-là n'est pas venu, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut permettre à donner encore la chance au gouvernement alors que les parlementaires ne savent pas est-ce que les implications budgétaires ont été représentées. La deuxième des choses, madame, je crains que les écritures puissent rester mortes à ce qui concerne le paiement des députés provinciaux, par exemple. C'est prévu dans la loi des finances. On enregistre de plus de 12 à 14, même 15 mois d'un paiement des députés provinciaux. Je me demande comment ces gens-là vivent, des pères de famille. Au-delà de ça, nous avons vu à l'époque du président Joseph Kabila, où le Premier ministre, c'était Matata Ponyo, il va orienter des dépenses que le Parlement n'avait pas autorisées par la construction des immeubles intelligents. Tout ça sont des bavures. Ce sont des choses que nous devons chaque fois vraiment militer pour que les dirigeants puissent respecter ce qui est contenu. Et comme l'occasion faisait les larrons, je crois qu'avec les 14 milliards que le Premier ministre Sam a tenté de présenter avec son gouvernement, et comme Serge a dit, sans compter l'apport de partenaires extérieurs, la Banque mondiale, le FMI et consorts qui interviennent de manière peut-être sporadique, pour voir dans quelle mesure on peut permettre à la République démocratique du Congo d'avoir une vie, de mettre au profit de la population une vie décente. D'accord, parlons diplomatie à présent. Je vais enchaîner avec vous. On l'a vu au Kenya pour assister à la prestation de serment du président kenyan. Et puis, on le voit aussi à Luanda, le président de la République, qui était hier en Angola pour assister à la prestation du serment du président angolais. Par rapport à toute cette diplomatie mise en marche, vous avez deux points de vue, deux analyses? Bon, écoutez, n'oubliez pas que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au moment où nous parlons, c'est le président en exercice de la SADC. Oui. Donc, il était normal qu'un président qui vient de renouveler son mandat, qui soit là. Ça, c'est d'abord logique. En deuxième lieu, en tant que président congolais, l'Angola est un pays très stratégique pour le développement de la République démocratique du Congo, mais pour la paix. Pourquoi je l'ai dit? Vous êtes sans ignorer, lorsque nous avons connu des guerres à l'époque du président Joseph Kabila, c'était plutôt l'Angola avec les amis de la SADC qui ont terminé toutes ces aventures. Les Angolais sont entrés avec une mission très bien. Et ils rêvent au chef de l'État. Effectivement, au-delà de cette politique de bon voisinage, mais également parler également sur la paix. Tant que la République démocratique du Congo ne sera pas en paix, l'Angolais également ne sera pas en paix. Ça, il faut le savoir. Ce sont deux pays qui sont soudés, nous avons de même culture, nous avons de même nature. Donc c'est une opportunité, parce que tout à l'heure tu parles sur la diplomatie agissante, effectivement.
il faut d'abord commencer à se mettre d'accord, en ordre avec les voisins qui sont avec nous. Regardez autour de la même direction. Vous avez suivi le président angolais. Il a été clair. Il dit, pour son second mandat, en tout cas, pas seulement pour le développement de l'Angola, également de la sous-région. Parce que n'oubliez pas que ce sont les États où nous partageons aujourd'hui sur les traités de Ouada. Avec les traités de Ouada, comment on peut sécuriser les affaires? Comment on peut faire les affaires avec des États étrangers? Aujourd'hui, nous avons bénéficié du ravitaillement de carburant. Ce n'est pas un secret pour personne. Vous achetez le carburant ailleurs alors que nous-mêmes, on a la capacité d'avoir le carburant. L'Angola en a plus moins cher par rapport à là où on nous achète. Au Congo-Brazzaville, il y en a. Donc, il appartient au chef de l'État de mettre en place un plan, un cadre, un dialogue gagnant-gagnant avec d'abord le pays. Et avec l'Angola, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le président de la République a choisi un bon moment à travailler avec l'Angola. Et le reste, peut-être on pourra voir ce qu'il pourra donner. À noter qu'il n'était pas le seul président à s'y rendre à Luanda. Il y en avait d'autres. Votre réaction par rapport à la visite du chef de l'État? Oui, à Luanda, il y a même le président portugais qui a fait les déplacements. Mais je crois que Félix Antoine Tshisekedi a toutes les raisons du monde de se déplacer. D'abord, au titre que Tite venait de citer là, président en exercice de SADC, des CAC, les communautés économiques des États des pays de l'Afrique centrale, mais aussi comme un chef de guerre, le chef de la diplomatie de la RDC, mais aussi chef de guerre. C'est-à-dire que ce sont des meetings qui permettent de rencontrer tout le monde au même moment, au lieu de prendre de l'avion 15 fois. En une fois, vous rencontrez 15 chefs d'État, avec qui, dans les coulisses, vous pouvez expliquer votre problème. Parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est quoi? C'est aussi une faiblesse en termes de, je dirais, de lobbying, lobbying, parce que la voix de Congo ne semble pas porter au regard des affres que nous sommes en train de vivre. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a tué des gens à Nituri, et à Bunagana, et un peu partout, les gens sont en train de mourir tout le jour. Et cette voix-là ne semble pas porter au regard des quelques milliers, je l'ai dit malheureusement, on ne compare pas le malheur, mais des génocides rwandais qui retentissent dans le monde entier. C'est comme si, vis-à-vis de ce qui est arrivé au Rwanda il y a quelques années, dont les gens peuvent mourir des milliers et des milliers par milliers, et ça ne correspondrait jamais à ce qui s'est passé là. La vie humaine est une, donc la vie humaine est sacrée, que ce soit la vie des Rwandais ou des Congolais. On ne peut pas accorder beaucoup plus d'importance aux morts d'un pays au détriment d'un autre. Et je pense que c'est l'occasion pour la République démocratique du Congo, à travers son président, de faire entendre sa voix, mais de manière directe, que Fachi rencontre ses homologues et leur parle les yeux dans les yeux. Et j'ai comme l'impression que dans ces jeux-là de diplomatie, la SADC a beaucoup plus été, beaucoup plus correcte, beaucoup plus sincère avec nous que tous les autres là. Mais un autre problème est celui-ci. Nous sommes la République démocratique du Congo, nous avons notre voisin, et nous pesons, nous représentons ce que nous représentons. Il n'y a aucun de nos voisins qui aimerait voir le Congo à l'état des aïeux de Mobutu, parce que nous, on a maîtrisé cet espace, la sous-région. Le tout partait d'ici. Mais qui aimerait, que ce soit l'Angola, que ce soit le Congo-Brazzaville, l'Ouganda, le Rwanda, et j'en passe, qui aimerait voir les aïeux de Mobutu debout encore aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme nous ressemblons à un éléphant mort. Même une fourmi peut monter pour chercher sa part, quoi. Tout le monde vit aujourd'hui au détriment du Congo. Il faudrait que les choses changent. C'est notamment grâce à la diplomatie. Et je suis d'avis qu'on doit compter sur personne, surtout en ce qui concerne le terrain militaire. Mais en ce qui concerne la diplomatie, il faut chercher à se faire des alliés. Il faut expliquer, il faut aller au-devant, et pour que les choses, la voix du Congo puisse entendre. Donc ce sont des messes qui permettent au Congo de faire entendre sa cause, de faire entendre sa voix, à mon avis. D'accord. Et restons dans ces chapitres en sécurité à l'Est. Il y a Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, qui a séjourné, qui continue à faire sa tournée des réconforts à l'Est de la RDC. Il a dévoilé son plan de crise, de sortie de crise, pour dire que
son plan se divise en 3 volets. Des volets diplomatiques, militaires et aussi politiques. À cela, il invite M23 à déposer leurs armes et puis à revendiquer pacifiquement leurs revendications. Avant lui, Bahati était dans le même coin, il a pratiquement dit la même chose. Nous, dans le plateau, ici, je l'ai dit même tout à l'heure, ce sont les axes sur lesquels nous devons nous apaisantir. Mais la réalité, d'abord, je dirais une chose, il est allé dans une zone qui est sous, comment on dit, état de siège, et je me demande comment cela a été possible, parce que tout rassemblement était interdit. Qu'à cela ne tienne, Vital Kamerhe est dans son rôle. C'est quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un qui a... J'ai eu l'occasion de le recevoir, j'ai eu l'occasion de le côtoyer, mais c'est vraiment un animal politique, mais c'est quelqu'un quelqu'un du peuple, quoi. C'est-à-dire, vous le rencontrez, il vous charme, et puis vous adhérez à sa cause. Je crois, en ce qui concerne la sensibilisation, on veut ôter le côté politique, parce que certains verraient dans cette manifestation aussi une campagne présidentielle à anticiper en faveur de Félix Antoine Tshisekedi. Là, c'est un autre débat, mais je dirais que pour conscientiser, pour galvaniser, pour réarmer le peuple, je pense que il n'y a pas plus que VK, Vital Kamerhe, et c'est un peu ce que Jean-Pierre Bemba a réussi à faire à l'ouest et à l'équateur, donc essayer d'apporter le mot de réconfort, mais le mot de réunification. C'est ça ce que, si on veut voir les choses de cette façon-là, on comprendrait la mission de Vital Kamerhe. Et en filigrane, Vital Kamerhe donne de la couleur, donne de la voix. Il voudrait dire à qui veut entendre qu'il n'est pas encore mort. Comme le président l'avait dit à Goma par le passé, il a un rôle à jouer dans ces pays. Et tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour que la paix revienne ici seront les bienvenus. Et moi, je pense qu'il faut soutenir la démarche de Vital Kamerhe et de tous les autres qui sont prêts, disposés à travailler dans le sens de la recherche de la paix. Monsieur Serge Nseka, vous l'avez dit déjà que le Sud Kivu, c'est une zone qui a des sièges. On est un peu plus étonné de voir l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État séjourner et faire de meetings de réconfort. À cela, il y a des téléspectateurs qui nous regardent, sûrement ils ont des questionnements. C'est comme ça que j'aimerais vous dire, M. Tite Lyongi, Vital Kamerhe, qui propose une sortie de crise diplomatique, militaire et politique, certes, et Bahati Lukwebo l'a fait, vous l'avez aussi explicité, mais Vital Kamerhe le fait en tant que qui? Écoutez, madame, en matière de pacification, il faut d'abord faire très attention sur la définition de rôle de chacun, parce qu'il est question de mobiliser des ressources. Le pays est en danger. Le pays présentement est occupé une partie d'Obunagana. Face à l'information aujourd'hui, les gens qui sont là sur place, et c'est le conseil un député national qui a informé ses pairs que les transactions aujourd'hui sont interdites en monnaie locale, en franc congolais. C'est plutôt avec la monnaie ougandaise, chinoise. Vous comprenez? Donc ce sont des éléments face au patriotisme. Je crois que nous devons être sérieux. Je reviens au premier élément quand je disais en matière de pacification, il faut d'abord identifier tous les éléments de taille, inventorier qui peut faire quoi. À l'heure où la mission des Nations Unies a failli en République démocratique du Congo, il faut le dire à haute voix, alors qu'on entendait la pacification, plus de 25 pays réunis au sein de l'ONU, incapacité de fournir un résultat. Et c'est très dangereux, madame. Je dis très dangereux. Cela va même compromettre même la capacité, pour ne pas dire la quintessence même de la raison d'être de l'ONU. Et à l'interne, il faut voir avec qui. Vital Kamerhe, le chef de l'État, était clair, il n'a pas encore joué. On a vu déplorer sa condamnation face à un procès, j'avais dit depuis longtemps, bidon, où on ne donnait pas vraiment au peuple de vivre un véritable procès, une justice distributive.
comme une lettre envoyée à la poste, d'accord, prenez-les en charge, le ministère public, tout ce qu'il dit, c'est ce que la Chambre arrête avec des condamnations, en deuxième degré, la même chose. Je ne suis pas le porte-parole de Vital Kamerhe, mais c'est tout des comportements. Mais s'il faut voir la personne en soi, Vital Kamerhe a été plusieurs fois utilisé, madame, n'oubliez pas, par les décideurs. Joseph Kabila ne sortait pas comme Tshisekedi. Joseph Kabila était à la maison. C'est Tshisekedi qui était en face de tout ce que vous voyez comme Kamerhe. Donc c'est quelqu'un qui a une carnet d'adresse. Au-delà de ça, Serge a dit il a une capacité extrême d'écoute et de persuasion. Il peut t'amener à une perception que tu ne peux pas croire. C'est un don qui est reconnu à certains. Mais la zone est sous contrôle, sous, comme on a dit, état de siège. Mais il faut mobiliser la population. On gagne la guerre avec la population. Ne vous en faites pas. Lorsque la population n'est pas impliquée, je ne sais pas, parce que c'est cette même population qui va te dire attention, monsieur Serge, la nuit, voilà ce qu'on a. Parce que c'est la population qui doit orienter l'armée et qui doit orienter la police. Vous savez qu'il a eu des intercations avec les autorités administratives de Goma quand il a commencé sa tournée. C'était logique. C'était le 12 septembre dernier. C'était logique parce que n'oubliez pas que là, c'est une administration militaire. Les militaires n'obéissent qu'aux ordres. Très différent avec lorsqu'on était en face d'une administration civile. Au moment où nous parlons, ça semble, entre guillemets, être comme si l'état de siège est occupé, où tout doit passer par de postes de commandement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une dimension politique, comme Serge l'a dit. Nous l'avons vu, Jean-Pierre Bemba, qui devait sensibiliser les gens. Est-ce c'est pour des raisons électoralistes ou c'est réellement pour de besoin de préparer la population pour que nous puissions protéger l'intégrité, l'étendue nationale de notre pays, madame. Donc je revenais pour dire que, effectivement, la première des choses, il faut d'abord tenter d'identifier les véritables courroies de transmission. Qui peut faire quoi pour que réellement notre voix puisse être entendue? La deuxième des choses, quel est l'apport de la population? Parce que chaque fois qu'on vient, non, j'ai été en face de la population, et n'oubliez pas, madame, je prends l'exemple là où j'ai légèrement fait carrière. Nous sommes à Bandundu. Je travaille dans un projet, et dans ce projet, madame, pour apaiser la tension de ce monde, il faut apprendre à parler le Kikongo. Tu peux parler en lingala, c'est bon. Mais quand je parle, ça dit, oh, il est de nous. Nous ne faisons pas l'apologie du tribalisme. C'est plutôt, c'est également un élément. Voilà pourquoi Kamerhe, il a passé ce message en Swahili. Et regardez son discours. Kamerhe ne condamne pas la MONUSCO parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo est en perte de vitesse pour engager une guerre. Bounakanga qui est là, Mouzito est clair, il dit il faut faire la guerre avec le Rwanda. C'est une dimension que la RDC ne pense pas encore. Martin Fayulu répondit dans le même sens. Et tu sais que pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter? Le Rwanda joue à la déstabilisation de la RDC. L'Ouganda, nous, on a mutualisé. Au moment où nous parlons, on a encore accepté, tu as vu le protocole qui a été signé entre les experts des nations où le chef de l'État lui-même était là comme étant témoin, il a parrainé. Ça inquiète, hein? Je te dis sincèrement, ça inquiète. On sait comment les Burundais nous ont fait des histoires. Vous avez vu récemment, on a condamné l'Ouganda par la justice internationale, où ils ont versé la première portion 65 millions. 65 millions. Pourquoi ils l'ont fait? Et ils sont encore revenus. Alors que les ADF continuent de s'aimer la désolation sur le sol congolais. À mon sens, madame, c'était important, mais on doit faire très attention. Si c'est pour des raisons électoralistes, là, ça inquiète. Si c'est réellement... Parce que la population là-bas, aujourd'hui, Vital Kamerhe a été à Bukavu. À Goma, les gens attendaient que Vital Kamerhe dise « MONUSCO out ». Parce que la MONUSCO a monté ses limites. La MONUSCO n'est pas capable de sécuriser la population. Et cette même MONUSCO qui dit d'ailleurs, Bintou qui dit on ne veut même plus de la République démocratique du Congo, oui. Nous devons d'ailleurs partir. On voit un peu ces extravagances là. C'est ça ce qui énerve la conscience commune. Donc,
La RDC ou le gouvernement doit travailler d'abord. Monsieur Tité, Monsieur Serge Nseka a parlé de la diplomatie, de la haute diplomatie qu'a eu le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il s'est rendu à Luanda. Et le fait que Bintou Keïta, de la MONUSCO, patronne de la MONUSCO, avait dit que ils étaient déjà prêts à partir avec autant de prétentions. Vous ne pensez pas que le fait que le Congolais puisse montrer un peu d'hostilité à cette agence onisienne pourrait briser nos relations diplomatiques? Certainement pas, parce que nous sommes régis par des textes. C'est ça ce qui est important. Il faut qu'on ait la culture de lecture avant de parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qui justifie la présence de la mission des Nations Unies République démocratique du Congo? La RDC était dans le besoin. Et la RDC n'est plus dans le besoin. Oui. Le président le fait Kabila le père, c'est lui qui les a invités ici. Lorsque le pays était à plusieurs fractures, Bemba qui avait pris une partie, l'autre, il fallait pacifier, il fallait appeler la mission, la vraie mission des Nations Unies. Mais ce qui était bizarre, ce sont des affairistes qu'on a amenés. Ce sont les gens qui sont venus, c'est-à-dire s'enrichir derrière la guerre. Sans la guerre au Congo, la MONUSCO n'a pas de boulot. Et c'est là maintenant, la RDC devait changer la narration, la manière de voir, changer les options. Comment le faire partir? On ne peut pas le faire partir aussi immédiatement comme ça, comme si tu voulais te débarrasser de votre papier. Et il y a une procédure qui existe. C'est dans cette procédure que le gouvernement aujourd'hui, qui a maintenant activé le processus, si on peut accélérer, parce qu'en fait, il devait partir en 2024. À n'importe quel moment, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut dire non, 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 ils peuvent encore rester là. C'est comme si nous sommes un pays qui est sous ce qu'on appelle l'assistance obligatoire. Les décisions qui peuvent être prises, ça provient de là. C'est là où moi j'ai dit, il nous faudra, madame, un consensus fort. Il nous faudra un dialogue autour sur le destin du pays, la gouvernance du pays. Je suis très sérieux. Aujourd'hui, là, ça fait plus de 3 mois. Bounagan est parti, il y a une monnaie étrangère qu'on impose. Et le nom de ces gens, nous avons vu l'Américain venir recibler, croyant, oh, il vient nous faire voir un jeu de ping-pong. Ici, en République démocratique du Congo, il dit c'est le Rwanda qui attaque. De l'autre côté, c'est la RDC qui est en train de ravitailler les ADF. Mais vous nous prenez pour qui? C'est là où les Congolais doivent se réveiller. C'est-à-dire, vous faites confiance d'abord à vous-même. Serge a été clair. Vous permettez qu'on revienne vers vous? Pas de problème. Monsieur Serge Nseka, vous pensez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a plus besoin de la MONUSCO? Bon, contrairement à ce que dit Tité, je crois que la décision de faire partir ou de faire venir le force des Nations Unies n'était pas le fait de la RDC seule. Déjà à l'époque, si vous vous souvenez, c'était une décision du Conseil de sécurité par rapport à la situation qui prévalait à l'époque. Et je crois qu'il faut reconnaître que cette force a aidé à la stabilisation et même à la réunification. Même les premières élections, le deuxième, ont été rendues possibles grâce notamment à l'apport de cette structure. Mais nous, Congolais, on a tendance à conférer facilement des pouvoirs. La MONUSCO, avec ses 17 000 hommes, avec ses milliards et demi de budget lent, la MONUSCO n'est pas venue pour faire la place, le job à notre place, pour nous accompagner. Mais c'est un peu comme avec les institutions internationales qui viennent avec de l'argent. Mais vous posez la question, quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous voulez? Mettre des millions dans ce que vous voulez. Après, les résultats vont s'en suivre pas. Selon que vous avez fait des bonnes études avant le lancement des projets ou pas. Je crois que c'est la même chose ici. Est-ce que nous sommes sérieux nous-mêmes? Le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito avait à l'époque trouvé de boîtes de conserve destinées aux militaires sur le marché de Kisangani. Est-ce que la situation a changé pour autant? Est-ce que nous avons ici dans les chaînes de commandement, dans les chaînes de renseignement, des gens qui sont dévolus à la cause du Congo? Il n'y a pas des agents doubles, des gens qui prennent des informations ici pour l'amener de l'autre côté. Il y a un exemple qui se passe il y a quelques jours ici. Zelensky, en ce qui concerne la crise russo-ukrainienne, Zelensky a compris que tout ce qu'il faisait était connu de l'ennemi.
Il a changé la chaîne de commandement au niveau des armées, le responsable des renseignements civils et militaires. Aujourd'hui, les Russes sont surpris. Les forces armées ukrainiennes sont en train de reprendre les espaces perdus, et on parle de l'armement occidental et surtout américain qui était mis en contribution. Non, c'est seulement que les renseignements sont gérés aujourd'hui, parce que la guerre, ça ne se passe pas sur le terrain, mais aussi sur le plan de stratégie, sur le plan de la tactique, que les choses se passent. Est-ce que chez nous, le président Bosso l'avait dit, mais chez nous, ça passe comme le slogan, ça s'arrête à ces niveaux. Quand on dit qu'il y a des gens qui trahissent, est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont menées pour les dénicher et les mettre hors l'état de nuire? Parce qu'avec une armée infiltrée, avec un gouvernement infiltré, on peut mettre tout ce que nous voulons, et la seule conséquence qu'on aura, on fera tuer les enfants d'autrui sur le terrain, qui sont mal payés, mal équipés, et qui doivent se battre dans des conditions qui ne sont pas les meilleures comparativement à l'adversaire. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je crois que la MONUSCO aussi doit jouer un rôle. Si aux côtés des forces armées, selon ce que nous voulons, ça c'est de 1. Mais le départ des Nations Unies a déjà été décidé, et ils sont en train de partir de manière chrétienne. Mais si aujourd'hui on décide de le faire partir, on le remplace par qui? Par quoi? Nous avons un peu la mémoire courte pour comprendre que l'abbé Malouma lui a pratiquement donné le résultat des élections de 2006 dans un char. Pratiquement encadré par la MONUSCO. Jean-Pierre, la guerre de Kabila Bemba ici, c'est grâce à la MONUSCO que Kinshasa ne s'était pas embrasé. Donc on semble avoir la mémoire courte, mais je crois qu'il est temps d'envisager les choses autrement. La MONUSCO part, on la remplace par quoi? Si déjà on a des problèmes d'armement, on a des problèmes d'équipement, on a des problèmes de mobilité, on a des problèmes d'alimentation pour nos forces armées, on le remplace par quoi? Soyons réalistes. Et à la régie qui nous fait signe, nous passons déjà au deuxième volet de cette émission, c'est Focus Presse, une émission de la rédaction d'Arc-en-Ciel Télévision. Il y a un conseiller spécial du chef de l'État, la personne de Vidi Chimanga, qui a été accusé de vouloir de pourcentage. Ça fait le buzz sur le réseau. Et Vidi Chimanga, on parle de la lutte contre la fraude et les antivaleurs. Le chef de l'État a toujours prôné cela. Qu'en est-il? Est-il tombé dans un piège ou est-il le bourreau de cette histoire? Claudia, c'est peut-être une matière aussi qui semble être sensible. Que voulez-vous, en tant qu'analyste, et nous devons en parler. Vous savez, aujourd'hui, si on veut être en face d'une république sérieuse, il faut d'abord commencer à bannir certains comportements. La fraude. La fraude, c'est parmi les ennemis du développement d'un pays. Ça, c'est très important. Et voilà pourquoi le chef de l'État, lorsque il a eu à présenter son discours-programme, Palais de la Nation, il fera de la lutte contre la corruption un cheval de bataille. Aujourd'hui, nous avons un Aliguete qui est là avec un travail, bien qu'il faut, je suis clair dans mes dires, il faut vraiment améliorer, la gouvernance. Si c'est un travail sélectif, ça inquiète. Si c'est parce qu'il faut les faire en vedette, je dis. Et de l'autre côté, on réveille quand même la Cour des comptes. Effectivement, la planche est habilitée à les faire. Mais avec quel magistrat, quelle formation? En matière de corruption, c'est très sensible. En citant Vidier, on présume, parce que je vis les images comme toi, on présume que Vidier faisait du chantage. Vidier, Chimanga, trafic d'influence. Vidier, Chimanga. Mais est-ce qu'il fallait vraiment les faire comme ça? Je vis qu'il a démissionné. C'est très bien en tant qu'un homme d'État. Lorsqu'automatiquement on est cité en tant que bon citoyen, c'est le comportement qui nous intéresse. Vidier n'est pas allé dans la caisse pour piller, comme les autres. Parce qu'aujourd'hui, tous les ennemis de Chimanga vont s'élever. Mais nous, en tant qu'analystes, nous voyons l'acte aussitôt sorti. Ça date de quand? Parce qu'il faut analyser.
c'est d'aujourd'hui. C'est peut-être parce que ces différentes entreprises se sont senties coincées et comme Vidier, entre guillemets, ne semble plus être avec eux. Donc on se pose des questions. Vous savez, madame, en criminologie, il faut se poser plusieurs questions pour arriver de comprendre qu'est-ce qui a suscité cette histoire-là. Avec une vidéo, j'ai vu, et un communiqué entre guillemets de la présidence de la République avec un conseiller en communication, d'ailleurs qui n'a pas le pouvoir de le faire. Toutes les correspondances extérieures, sinon pas du tête, le cabinet du chef de l'État, encore une erreur de communication. On aurait d'abord l'entendre, mais écoutez, donc, vous savez, madame, la corruption, c'est très difficile de détecter la corruption. Mais lorsqu'on le voit, en tout cas, il faut combattre la corruption. Orienter tout, parce qu'aujourd'hui, on veut que les gens puissent amener les partenaires, les entreprises à investir en République démocratique du Congo. Mais avec quoi? Avec s'il y a des contrôleurs qui posent problème, comme Aliguete. Je dis qui pose problème quand il vient à Sens Cynique. S'il y a des autres qui le font, vous comprenez un peu, madame. Donc je pense que sincèrement, je ne préfère pas vraiment entrer plus, mais du moins, en tant que véritable analyste, en tout cas, j'ai aimé les styles. Lui-même, il a démissionné, en vrai, peut-être qu'on puisse l'attendre. Et là, il va comparaître en tant qu'un homme libre. Et les allégations de corruption, ce sont également, madame, des infractions pénales que le ministère public est appelé également à se saisir pour voir qu'est-ce que la République a perdu, ou voulait perdre, ou voulait gagner. Et ça peut aider des générations futures. Monsieur Serge Nseka, Vidier Chimanga, est-il victime ou est-il le maître chanteur? Je vois ce problème de deux façons. D'abord, ceux qui critiquent Félix Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui pensent que lui et ses amis, entre guillemets, bruxellois de la diaspora sont venus pour piller et pomper de l'argent ici en République démocratique du Congo. Et ces genres de vidéos participent à cette réputation-là, c'est-à-dire que les gens qui sont venus pour ramasser des millions. Et je crois que quand on est proche du président, avec ou sans fonction, avec ou sans étiquette, on doit chercher à être le plus exemplaire possible. La présomption d'innocence est un principe, mais c'est qu'on a vu là, il n'y a pas de présomption d'innocence, c'est-à-dire que ça semble, en tout cas ça semble peser tout contre Vidier Chimanga. Donc je pense que c'est pas malheureux pour Vidier, c'est malheureux pour le président de la République qui à mon avis est un homme seul, qui se bat, mais qui n'est pas accompagné par les siens. On a vu ici avec la crise du pétrole ici, les gens qui sont censés être proches du président n'ont pas fait leur job, je le dis. Comment on peut être en rupture? Comment on ne peut pas payer les pétroliers pendant 8 mois, 9 mois? On ne le paye pas alors que l'État a pris des engagements. Ce sont des gens qui n'accompagnent pas. Tshisekedi est un homme seul. Mais d'autre part, mettre cette vidéo sur la place publique, et des fois on a l'impression qu'il y a des coupures, c'est vraiment avec l'intention de nuire, quoi. L'intention de nuire, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas la guerre des palais entre le proche du président qui aimerait faire payer à certains bon, je sais pas, mais je trouve que comme méthode, c'est lyncher quelqu'un, c'est salir l'honneur de quelqu'un et par ricochet salir l'honneur du chef de l'État. C'est méchant, c'est plus que méchant. On doit poursuivre Vidier, mais aussi les diffuseurs de cette vidéo. On s'arrête pas à ce niveau. De quel droit? Parce que prendre l'image de quelqu'un et la diffuser sans son autorisation. Il n'y a pas deux intentions. C'est-à-dire il n'y avait qu'une seule intention, de nuire, de faire mal. De tuer quelqu'un, même médiatiquement, qu'il arrête d'exister parce qu'il aurait dérangé tel ou tel autre intérêt. Je trouve que ça ne passe pas. On peut, de même façon qu'on condamne les propos de Vidier Chimanga, mais je condamne avec force comme journaliste et comme quelqu'un de la communication cette manière d'utiliser les réseaux sociaux contre des individus, contre des personnes même qu'on n'aime pas. Les hommes vrais ne se comportent pas comme ça. Tu as un problème avec quelqu'un, tu cherches à le régler à la régulière.
vous trouvez d'autres moyens. Ça, ce sont des mauvais exemples que nous ne devons pas accepter non plus. Le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a échangé avec la presse sur le lancement de travaux de 145 territoires qui sera bientôt lancé par le chef de l'État. Le projet 145 territoires a fait couler beaucoup d'encre au sein des analystes politiques et économiques congolais pour dire que ces projets étaient faladicieux, si je peux me permettre d'utiliser les mots. Écoutez, madame, ce qui est vrai, c'est que en tant que journaliste, en tant qu'analyste, le projet-là, s'il fallait l'exécuter dans le cadre du budget portant exercice 2022, ça n'avait pas sa raison d'être. Parce qu'il n'y avait aucune implication sur les dépenses liées à ces projets. Au moins, peut-être pour le budget 2023, on pouvait l'annexer et bénéficier de la bénédiction de l'autorité budgétaire. Pourquoi commencer seulement maintenant? Peut-être qu'on a toujours reproché au régime de ne pas quantifier ou qualifier le projet. Tu as vu ce qui s'est passé avec Etchele-Gelou, tu as vu ce qui s'est passé avec le projet 100 jours. Donc disons qu'avec les 145 territoires, le gouvernement a eu suffisamment, entre guillemets, suffisamment d'éléments, a eu suffisamment de prudence pour préparer. Si réellement on a préparé, la problématique autour d'appel d'offres pose déjà des problèmes. Parce qu'on a vu, on a tenté d'avoir la bénédiction de catholiques à travers une agence, ils peuvent gérer. Alors que c'est BSECO qui a au moins la part du lion. Et on sait comment BSECO qui est connu, à sa rigueur, sa réputation. Mais pourquoi ne pas rester là-bas, entre guillemets? Et s'il faut rester avec les BSECO, BSECO n'est pas rédévable à l'œil du gouvernement, plus précisément l'Assemblée nationale. Il y a des ministères qui existent. Est-ce qu'il faut encore tomber aux erreurs que le gouvernement a connues avec le projet 100 jours? C'est là où il faut interpeller la conscience. 145, est-ce réellement un projet viable ou un projet électoraliste? Nous avons vu avec le tronçon Kananga-Kalambambouchi. Le chef de l'État vient inaugurer, je suis désolé, une route en terre battue à ces siècles présents. Je pense que l'initiateur de projet devait en principe être arrêté. Je dis arrêté. On le place en prison alors que nous travaillons pour doter le pays des infrastructures durables, madame. En terre battue, si jamais on a enregistré la pluie. Dans le point, si vous voyez l'ennemi par excellence des infrastructures de la route, ça s'appelle l'eau. On n'a pas canalisé de l'eau, on n'a pas placé, pas terrassé, madame. Donc, ce sont quelques éléments qui placent en nous des doutes, qui placent en nous des questionnements. Si, rien que par ça, la province du chef de l'État peut être traitée avec beaucoup de légèreté, à combien sera d'autres provinces? Tout à l'heure, je parlais sur l'identification, madame. Tu sais qu'aujourd'hui, en RDC, nous avons besoin de... Parce que la pénurie de carburant a encore, pour ne pas dire, fait revivre encore le besoin en RDC. Alors que des centrales peinent. Si on produit le courant, on a des devises cash. Je dis bien cash. Avec la route en terre battue. Pour qu'on s'entende quoi? Pour placer le péage, pour le mettre où? Le péage ne fonctionne qu'avec l'électricité. Le péage de matière avec le fonctionnement. Vous comprenez que je dis très bien, beaucoup d'inquiétudes quant à la mise en place du programme de 145 territoires. Parce que, à mon sens, il y a une précipitation encore. Évitons des précipitations. Faisons de projets. S'il y a des réserves, on doit sentir les effets des réserves stratégiques dans
de projets qui doivent en réalité, parce que vous êtes sans ignorer, madame, si vous voulez soutenir le projet, il faut mettre en place ce qu'on appelle des réserves stratégiques. Ces réserves stratégiques, ce n'est pas l'argent qu'on génère pour être abusé comme ça, non. Donc, je crois que madame, je pense avec beaucoup de réserves, en voyant rien que ces tronçons Kananga Mbouji, terre battue au siècle présent. On discute avec les professionnels, avec les journalistes, même Seka qui est avec moi, il paie à aucun moment. Seka peut aussi renchérir. Ces projets comprennent la construction des hôpitaux, quelques bâtiments administratifs et puis des infrastructures sur toute l'étendue de la RDC. En 3 minutes, parce qu'on tend déjà vers la fin. La régie nous fait signe. Je dirais que comme projet, c'est extraordinaire, penser au développement de pays de manière unilatérale, uniforme, et donner les mêmes moyens partout. Mais là où ça fait un peu peur, qu'on les donne à des agences, à des structures peut-être qui n'ont jamais travaillé dans les centres de développement et on impose déjà des priorités. Parce qu'il y a des besoins qui sont propres à chaque province, à chaque territoire. Donc on ne peut pas dire qu'on va construire des hôpitaux, des bâtiments administratifs de la même façon, ou peut-être que là où ça nécessite la prise en charge des déplacés, par exemple je prends Ituri ou à l'Est, Bunagana où il y a des déplacés, vous allez construire des bâtiments administratifs. C'est-à-dire on doit partir des études sur terrain, de vrais besoins de la population, raison pour laquelle moi j'ai souhaité, si on me demandait mon avis, qu'on mette à contribution le gouvernement locaux, les gouvernements provinciaux, parce que la Constitution, les constituants pensaient mettre des gouvernements et des assemblées provinciaux pour booster le développement au niveau de la base. Mais comment enrichir leur gouvernance par des spécialistes et par des structures qui encadreraient la réalisation de ces projets, parce que on va faire des structures parallèles qui vont être budgétivores et à la fin, sur les 10 millions par territoire, peut-être 3 ou 2 qui vont entrer effectivement dans la réalisation des projets et le reste risque d'aller dans des paiements de commissions, des intervenants, et ça ne donnerait vraiment pas des résultats. Quand on recycle le responsable territorial, les gouverneurs, leurs gouvernements provinciaux, que l'argent soit dépensé et contrôlé au centime près, et je pense qu'on peut avoir quelque chose, parce que eux ont la cartographie de la situation sur le terrain. La décentralisation, c'est vraiment pour nous, c'est pas pour blaguer, quoi. Donc voilà, de manière ramassée, si je pouvais dire quelque chose en ce qui concerne ce projet et au regard du temps qui nous reste. Oui, donc nous courons derrière le temps. Il y a les agents de la RTNC, la chaîne nationale, qui ont exposé le chef de l'État leur situation socio-professionnelle lors des obsèques de l'artiste comédien Kwedi Maiputu. Et M. Teka, je ne comprends pas. Il y a un ministre de tutelle, un ministre de la communication. Est-ce aux agents d'exposer au chef de l'État par circonstance ce genre de choses? Je commence d'abord par m'incliner devant la mémoire de notre papa Kwedi, parce que ce sont des messieurs qui nous ont fait rêver. Je me rappelle qu'on était aux humanités, dialogue contre sans souci, mais on ne parlait que de ça. Hein, dialogue. Et ça allait aller, bravo l'artiste et merci. Mais malheureusement, c'était l'occasion, et c'était pour la première fois que le président de la République arrivait à la RTNC. Aujourd'hui, on ne parle même pas des obsèques de Kwedi, on parle de l'incident. Les amis de la RTNC ont profité pour créer un incident, bousculer le protocole, parler au président, et on a vu par des attitudes du président en train de dire des choses aussi au ministre. Je reviens à ce qu'on disait ici. Mouyaya, c'est un ministre, mais journaliste. Autant que nous, des professions, autant que les amis de la RTNC, beaucoup qui a tout le reste. Les gens de agents de la RTNC, il y a aussi des journalistes là-bas. Pourquoi les dialogues ne pouvaient pas être des ministres? Pourquoi les choses ne devaient pas se dire en dehors de Matanga et Papa Kwedi?
Fallait-il que le président vienne à la RTNC? Donc je me dis qu'il y a un problème, parce que moi, connaissant Patrick Mouyaya comme journaliste et même comme ministre, je ne pense pas qu'il soit quelqu'un qui soit réfractaire au dialogue, qui ne soit pas capable de recevoir des gens. Et là où je pose le problème de l'entourage, est-ce le problème des Mouyaya ou est-ce le problème de ceux, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et là, je le dis clairement, je réfléchis, je n'apporte pas de réponse. Est-ce que Mouyaya n'est pas jugé par, selon une certaine image que certains auprès de lui sont en train de distiller? Parce que à la RTNC, il y a des papas de Mouyaya, il y a des mamans de Mouyaya, et des frères de Mouyaya, de gens que Mouyaya devrait toujours respecter. Je me permets de le dire parce que je connais. Mais vouloir faire des choses comme ça, c'est-à-dire salir quelqu'un, tuer quelqu'un, ridiculiser quelqu'un, mais on l'a vu avec Freddy Moulumba, on l'a vu avec notre sœur Nicole Dibambou, et c'est la seule façon de traiter les autres. C'est-à-dire que si un de nôtres est élevé, et je conviens qu'il peut y avoir des différends, mais est-ce que c'est la seule façon de réagir? Nous sommes journalistes et les gens nous regardent. Mais demain, ça sera peut-être titre et demain, ça sera toi. Et si on t'est traité de cette façon-là, je dis que les amis de la RTNC ont des raisons légitimes parce qu'ils ont remis des mémos auprès du président, mais est-ce que Mouyaya, à un certain moment, quand je parle de Mouyaya, je parle de son excellence, bien sûr, refusait de faire quoi que ce soit. S'il s'agissait des problèmes d'argent, c'est au ministre des tutelles de gérer, ou c'est au ministre du budget, Boji, qui n'était même pas là, qui a le bon rôle, qui se cache. On voit Kazadi, mais lui, on ne parle jamais de lui. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème au niveau du budget? Il n'y avait pas un problème au niveau des finances? Est-ce que Mouyaya avait refusé de signer quelque chose? Même dans le cas, parce que le jeudi, ils se sont rencontrés pour parler. Fallait-il créer l'incident devant le président de la République pour revenir? On doit revenir à la raison. On doit arrêter d'utiliser la clameur publique pour essayer de salir les gens. Mouyaya, aujourd'hui, c'est une autorité. Il fait la fierté de la corporation. Moi, je suis fier de le voir. J'ai vu son ascension devenir ce qu'il est là. Je suis fier de lui. Mais je n'aime pas trop cette façon de nous afficher, nous, journalistes, et de nous faire petits. On peut régler nos problèmes, mais j'ai un problème avec Tite et je le vois, on se voit, on peut se dire, se parler de n'importe quelle façon, mais après, on tombe d'accord sur la manière de faire et je pense que c'est entre journalistes et ça devait se passer comme ça. Oui, monsieur Tite, il y a le ministre de la Communication qui a reçu la délégation syndicale des agents de la RTNC. Il les a rassurés que l'application du nouveau barème était déjà au ministère de budget. Mais le fait que les agents de la profession, les amis de la profession puissent facilement atteindre le chef de l'État qui était là en hommage à ces grands artistes, Papa Kwedi, paix à son âme, comme on le disait tantôt, et le fait que nous, journalistes, connaissant l'éthique et la déontologie, avant, ce n'est pas vous et moi, mais c'est eux, avant osé faire ce genre de choses, ne prête pas un peu d'amateurisme à la profession? Écoutez, madame, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous devons requalifier. Hein? Lorsqu'il est arrivé, il a compris qu'il fallait d'abord changer la narration, la manière de faire, la manière de voir. Parler autrement sur les Congo. Et ça, c'est très important. Nous, en tant que analystes et journalistes, il est difficile pour nous, comme Serge également, d'appartenir à un parti politique, simplement parce que lorsque, là où le gouvernement travaille bien, en tout cas, s'il faut applaudir, on applaudit. S'il y a des propositions à faire, on les dit en toi. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de m'organiser pour comprendre les ramifications qui peuvent naître de cet incident, alors que madame Kwedi Maïputu, affectueusement, que j'appelle Vimaï, sont les gens qui nous encadrent personnellement, parce que quand on parle de mon nom Chucho, je faisais partie des jeunes, je dis de jeunes qui étaient encore là. Donc Yamaï, c'est quelqu'un qui m'a formé. Maïputu a fait son nom en tant qu'artiste, non pas comme journaliste. Parce qu'aujourd'hui, il a été élevé comme sous-directeur. Comprenez un peu. Et c'est Mouyaya qui arrive à convaincre son premier ministre, chef de gouvernement, et le chef de l'État de quitter là où il est. Alors que, s'il faut considérer la pointure normale de la chose, il était plus artiste.
C'est là où on a connu Kwedi. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont sous-directeurs qui sont morts. On n'a même peut-être pas vu les vice-ministres qu'on sort. Ça, c'est un élément important. La deuxième des choses, on est en face, je n'ai pas dit tout le monde, mais une bonne catégorie des agents de la RTNC qui n'aiment pas les changements. Parce qu'aussitôt arrivé, il fallait d'abord donner un contenu à la RTNC. Je parle sur la charte graphique qui n'a jamais existé au sein de la chaîne nationale. Patrick Mouya n'a pas géré. Mais en tant que ministre sectoriel, il demande à l'administration, est-ce qu'on peut adapter ça avec ce qui existe? Vous avez vu le concours, c'est pas Mouya qui a lancé le concours. La deuxième des choses, aujourd'hui, ce qui est en train de déranger les communs de mortels dans l'espace médiatique, il y a ce qu'on appelle l'état des lieux. Où il faut un sérieux travail, je dis bien, de balayage, de nettoyage. Même à la RTNC, madame, tu vois que là, il y a des gens qui viennent le matin, ils ne font rien, s'ils n'y rentrent. Et il y a des gens qui sont des salariés parce que comment tu es arrivé? Je suis arrivé, c'est parce que je suis arrivé ici. J'ai fait tout pour comprendre les liens qui existent entre Mouyaya qui est en train de bloquer les dossiers de paye des agents alors que la responsabilité ne revient pas à Mouyaya. Il y a de cela 3 mois que le dossier a été orienté au niveau de l'ordonnateur. L'ordonnateur, nous avons suivi ici les gens et même les syndicalistes de l'RTNC organiser une action au niveau de l'immeuble intelligent pour demander à ce que le ministre du budget puisse décompter leur dossier. Si on sait où se situe le dossier, comment on peut rentrer chez un Mouyaya? C'est de là qu'on a compris que tout le monde est en train de voir le remaniement. C'est Jeune qui est tenté de travailler, qui fait la fierté de médias. Un Mouyaya, je dis bien, en matière de gestion des tensions sociales. Je dis parce que Serge a eu la chance de voir Mouyaya émerger. Il a vu A de Mouyaya jusqu'à ce qu'il est arrivé. Mouyaya, c'est question de débat. Mouyaya, c'est question qui a toujours soutenu la contradiction. Mais on dit au chef de l'État, prenez notre moment, c'est leur droit légitime. Mais ça, c'est décourageant aussi les initiatives. Comment est-ce qu'on peut aider la République avec les gens qui ne veulent pas apprendre à travailler? Madame, l'échange de connaissances, c'est aussi un autre monde. Nous, on a eu la chance, madame, de développer également ce que vous voyez comme audiovisuel dans des pays étrangers. Patrick Mouya doit placer un plan, je dis bien, pour la première des choses, ce qu'on appelle changer le niveau de travail des agents. La deuxième des choses, renforcer leurs capacités et enfin promettre des grades. C'est ça le problème, parce qu'il y a des gens, papa, qui ont fait plus de 10 ans, qui ne sont que chefs de service. Il y a les autres, parce qu'ils se connaissent, en fait, ils sont directement directeurs. C'est ça, c'est qu'a pris comme initiative Cheval de Bataille. Donc, j'ai vu le ministre Mouyaya, plein de sens et de courage. À la veille, il organise une réunion avec les agents pour comprendre. Aidez-moi, à quoi vous me reprochez en chuchotant à l'oreille du boss? Et s'il sera des coutumes que chaque fois qu'on sera en face des invités, qu'on se comporte comme ça, je crois que les gens ne vont plus visiter la RTNC. Serge a été clair. Nicole Dibambo, professionnel, a été hué. Freddy Par, on l'a hué. Mouyaya, en plein exercice, a été hué. Quel est ce prochain ministre qui va accepter de travailler avec des ingrats? Les gens qui n'ont, je dis, qui n'ont rien de bon sens. Donc voilà un peu, madame, à mon sens, c'est ce qu'on appelle la récupération politique, mais c'est aussi l'interpellation, peut-être pour le ministre Mouyaya, de voir comment, en tout cas, maintenir le dialogue. Parce que le dialogue, c'est un véritable lubrifiant qui discute avec les gens. Il n'est pas le ministre seulement de la RTNC. Nous, on décrit ici en tant que chaîne privée. On attend de voir des activités primées à la RTNC. Regardez cette RTNC qui s'est fournie. Serge est là comme patron d'une chaîne. Nous, on est là comme administrateur de chaîne. Mais qu'est-ce qu'on donne? La RTNC d'abord. La RTNC d'accord.
Mais on finit, cette population ne suit même pas cette RTNC. Vous le savez avec les sondages. Combien déjà suivent l'information de la RTNC? Quand ils voient ça, ah, quel est ma songe? Bah, ils savent. Voilà pourquoi Mouya a voulu d'abord changer la narration, la manière de voir, de faire, en invitant le ministre pour rendre compte. Ça n'a jamais existé dans la gouvernance de la RDC. Que tout devienne normal. Donc c'est un style acquisé. Tshisekedi, c'est Tshisekedi. Je crois que tu n'as rien fait. Apparemment, tu n'as pas compris. J'ai dit, acquisé Tshisekedi, c'est Tshisekedi, parce que le plan directeur que Mouya est tenté d'accomplir, c'est le plan de Tshisekedi. Voilà pourquoi j'ai dit, tu acquises Tshisekedi, c'est Tshisekedi. Et d'ailleurs, tu verras qu'il n'y aura vraiment pas grand-chose à attendre là-dessus. Merci beaucoup, M. Tite Lyongue. C'est sur ces chapitres de la profession que nous allons mettre fin à cette émission Focus Presse, une émission de la rédaction d'Arc-en-Ciel Télévision. Merci à vous d'avoir